En 70 ans d'existence, l'un des ponts les plus célèbres du monde a constamment été la victime de forces naturelles destructrices. Des courants traîtres se ruent sur ses fondations. Des vents violents font ployer ses tours. Le brouillard marin chargé de sel corrosif ronge son immense structure métallique. Sans relâche, une équipe d'ouvriers infatigables remplace le béton fissuré et le fer rouillé afin que le pont reste debout. Mais le pire est encore à venir. Les sismologues prévoient un tremblement de terre bien plus intense que les séismes les plus meurtriers du XXe siècle. Ces secousses briseraient le pont en 1000 morceaux. C'est la course contre la montre pour rénover le Golden Gate Bridge de San Francisco avant qu'il n'ait à affronter les forces les plus puissantes de la Terre. De tous les éléments qui se déchaînent à San Francisco, les tremblements de terre sont les plus dévastateurs. Les profondeurs de la roche renferment une force inimaginable. Quand les tensions deviennent trop fortes, la terre tremble. San Francisco a enduré plusieurs séismes et ce n'est pas terminé. La ville et son célèbre pont sont en continuel danger de mort. Le jour de la catastrophe approche. Nous devons moderniser le pont au plus vite si nous voulons le sauver. Selon les prévisions, il reste moins de 35 ans pour garantir la survie du monument le plus connu de San Francisco. Nous allons connaître un tremblement de terre sans précédent dans les 35 années à venir. Les ingénieurs doivent donc effectuer de toute urgence la mise aux normes sismiques. En 1906, San Francisco a été détruit par un tremblement de terre de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter. Le plus inquiétant, c'est que le prochain grand séisme devrait être plus violent et encore plus proche du Golden Gate Bridge, dépassant de loin ce que les concepteurs du pont avaient pu imaginer. Pour que l'acier et le béton de cette superstructure septuagénaire aient la moindre chance de résister, il faut les rajeunir. Nous adaptons le pont à un séisme de magnitude 8,3 sur l'échelle de Richter. La mise aux normes, évaluée à plus de 300 millions d'euros, consiste à renforcer et à réajuster l'ossature fatiguée du pont pour faire face à une amplitude de 8,3, un chiffre jamais atteint de mémoire d'homme. Mais avant même la construction dans le détroit du Golden Gate, les éléments s'étaient ligués pour l'empêcher d'exister. Le risque de tremblement de terre n'était pas le seul obstacle. Les vents à l'entrée de la baie de San Francisco sont beaucoup trop menaçants. La brume froide et humide attaque le métal et rend les conditions de travail infernales. Et les courants qui traversent le détroit sont bien trop forts pour qu'on puisse y bâtir quoi que ce soit. Avec de telles contraintes naturelles et la menace constante d'un tremblement de terre, pourquoi diable avoir voulu édifier un pont à cet endroit ? En 1918, San Francisco est en train de devenir une cité prospère. Mais son emplacement n'est pas idéal. Coincée sur une bande de terre entre la baie et l'océan, la ville aimerait pouvoir prendre ses aises. Or, à moins de 2 km de l'autre côté d'un détroit aux eaux dangereuses appelé Golden Gate, la Porte d'Or, s'étend une terre d'abondance. Les hectares préservés du comté de Marin offrent aux citadins des terrains à bâtir, de la main-d'œuvre et des ressources inexploitées. La ville en pleine croissance ne peut pas résister à la tentation. Les bacs qui font l'aller-retour sont pleins à craquer. Il est temps de construire un pont. En janvier 1933, le défi du siècle est enfin sur le point d'être relevé. L'édification du plus long pont du monde, avec les tours les plus hautes et les fondations les plus profondes, à l'endroit le moins propice des États-Unis. Il faudra 130 000 km de fils d'acier, la perte de 11 vies humaines et une incroyable série d'innovations techniques pour réaliser ce rêve.
La première grande bataille contre les éléments est la construction des fondations colossales de la tour sud. C'est un ouvrage de 90 mètres sur 50, installé à 350 mètres du rivage, au beau milieu des eaux démontées du détroit. Il y a jusqu'à 150 mètres de profondeur sous le Golden Gate Bridge, et l'embouchure est si étroite que les courants sont très rapides. Comme pour démontrer la témérité du projet, au cours de la première année, le brouillard, le climat et les courants gênent successivement la construction de la pile sud, qui devient bientôt la partie la plus maudite du pont. Les eaux bouillonnantes et implacables qui traversent le détroit commencent leur course innocemment dans les hauteurs de la Sierra Nevada. 10 rivières débouchent dans la baie de San Francisco, après avoir arrosé 130 000 km² de collines et de terres agricoles. Cela représente presque 40% de la Californie. Toute l'eau de ces rivières se concentre dans la baie, avec pour seule destination possible l'océan. Elle s'y jette à travers un passage dans la roche de moins de 2 km large, le Golden Gate. Elle percute alors une force opposée venant du large, la marée de l'océan Pacifique qui s'engouffre 2 fois par jour dans l'embouchure de la Porte d'Or à un débit impressionnant de 65 millions de litres par seconde. La rencontre de l'océan avec les millions de litres d'eau douce qui tentent de s'échapper de la baie donne naissance à de terribles tourbillons. Les courants sont très forts. On a déjà ramassé des kayakistes qui avaient perdu leur pagaie et étaient en chemin pour Hawaï. Vous pouvez très vite être emporté au loin. Le travail préparatoire à la pose des fondations sous l'eau est effectué par des plongeurs qui descendent de barges précairement ancrées dans la roche. C'est un travail très périlleux à cause des courants contraires. À marée montante, quand l'eau de mer rencontre l'eau des rivières, les flots circulent dans 2 directions différentes en même temps. L'eau douce, plus légère, s'élance vers le large, tandis que l'eau du Pacifique, plus dense et plus froide, essaie d'entrer de force dans la baie. Les plongeurs doivent lutter pour garder le contrôle de leurs mouvements dans les remous. La solution est aussi radicale qu'énergique. De gigantesques tubes en acier sont descendus jusqu'au fond marin et bourrés de dynamite. Petit à petit, l'équipe de construction parvient à exploser la roche de base 30 mètres plus bas. Sous les vagues, le travail progresse. Mais en surface, c'est une toute autre histoire. Les vagues sont trop fortes pour les barges et le matériel flottant. On décide de construire une jetée de 330 mètres de long afin de circuler librement entre le rivage et le chantier. Mais cette fois encore, les éléments contrarient les plans. En août 1933, c'est la catastrophe. Un cargo en direction du large s'écarte de sa trajectoire de 600 mètres et percute de plein fouet la jetée à peine achevée. Le capitaine du bateau a été aveuglé et désorienté par le brouillard estival qui s'est abattu soudainement. Il peut tomber très vite et parfois c'est de la vraie purée de pois. On n'y voit plus rien. Dans ces cas-là, quand un gros bateau se dirige vers vous, il y a de quoi avoir peur. 2 mois plus tard, la jetée est reconstruite. Mais en octobre, une nouvelle tempête fouette les planches réinstallées depuis peu, arrachant la plateforme. On bâtit encore une autre jetée, mais le 14 décembre, elle est à son tour mise en pièces par une tempête encore plus violente. 5 mois plus tard, une nouvelle jetée est élevée, enfin assez solide pour résister à tous les imprévus. Sur les fonds marins, arasés à coups de dynamite, on fait descendre d'énormes blocs de béton. Scellés les uns aux autres, ils forment un réservoir cylindrique protégé par un ceinturage.
Après avoir pompé les 35 millions de litres d'eau à l'intérieur du ceinturage, on y verse pas moins de 100 000 mètres cubes de béton. Enfoncés jusqu'aux genoux dans le béton en train de prendre, les ouvriers se dépêchent de l'étaler uniformément. Une base solide est ainsi posée à même les fonds marins. Le 3 janvier 1935, la pile est terminée. C'est la plus grande jamais construite jusqu'alors. Elle culmine à plus de 13 mètres au-dessus de l'eau. Déjà, sur les quais, s'entassent les éléments constitutifs des deux innovations les plus marquantes du Golden Gate Bridge. 130 000 km de fils d'acier pour des câbles porteurs d'une longueur record et 44 000 tonnes d'acier de construction pour des tours de 227 mètres, les plus hautes et les plus gracieuses de l'époque. L'étape suivante dans la construction de cet extraordinaire exploit technique repoussera les limites du génie civil. Mais elle provoquera aussi la mort tragique de plusieurs personnes et vaudra aux concepteurs passionnés de ce monument majestueux une fin prématurée. Pour envisager la construction d'un pont au milieu des courants tourbillonnants, des vents furieux et du brouillard corrosif, il fallait un génie du bâtiment. Un seul homme répond à l'appel. Un Allemand résidant à Chicago, dont l'ambition et l'ego sont inversement proportionnels à sa petite taille. Sur le papier, Joseph Strauss semble convenir aussi peu à la démesure de l'entreprise que l'emplacement choisi, une terre sauvage battue par les vents et menacée par les tremblements de terre. Strauss n'a jamais bâti de pont suspendu. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur et pourtant, il suggère de construire le pont le plus gigantesque et le plus complexe que le monde ait jamais vu au-dessus de l'impitoyable détroit du Golden Gate. Mais avec un budget de 18 millions d'euros et une force de conviction indéniable, il emporte le marché. Il rassemble alors une équipe de choc pour concrétiser son rêve. Sa première recrue est un célèbre professeur en génie civil, Charles Ellis. Cet intellectuel méticuleux et conservateur donne au projet la caution scientifique qui lui faisait défaut. Strauss fait ensuite appel à Léon Moisseiff, le concepteur très à la mode du Manhattan Bridge à New York. Ensemble, Moisseiff et Ellis réinventent les règles du techniquement possible. Voici le couronnement de leur collaboration. 2 tours s'élevant à plus de 200 mètres au-dessus de l'eau, construites avec la plus grande précision par les meilleurs charpentiers métalliques, ou hommes du pont, comme ils aiment s'appeler. Ces hommes parcourent le monde à la recherche des chantiers les plus difficiles. Le Golden Gate les attire comme des mouches. Les différentes parties des tours sont fabriquées en Pennsylvanie, puis transportées par barge. Elles traversent le canal de Panama pour remonter la côte jusqu'à la baie de San Francisco. Elles sont composées de grappes de plaques d'acier de 2,5 cm d'épaisseur, façonnées en alvéoles. Les montants de chaque tour sont ainsi constitués de nids d'abeilles disposés de façon pyramidale. Il y en a 97 à la base et seulement 21 au sommet, où les montants sont plus étroits. Cette configuration en palier est une première. La forme des tours leur permet de supporter les 35 000 tonnes de poids morts que représentent les câbles et la chaussée, mais aussi dans le cas où le pont serait chargé de bout en bout de camions, 4 500 tonnes supplémentaires de poids roulants. Les tours sont les chefs-d'œuvre qui rendent le Golden Gate Bridge reconnaissable entre tous. À l'intérieur et à l'extérieur de chacun de ces pylônes courent 37 km d'échelle. Chaque barreau nous rappelle que cet ouvrage gigantesque a été bâti par des mains humaines, pièce par pièce. Ce sont les métalliers du même local que le mien, de 377, qui ont construit le pont. On admire ces hommes qui ont assemblé le Golden Gate Bridge tout là-haut. À cette hauteur, les vents et la brume rendent la tâche aussi délicate pour les ouvriers d'aujourd'hui que pour leurs prédécesseurs. C'est l'enfer. On travaille d'une main et on se tient de l'autre. Dans les années 30, au mieux, les conditions sont pénibles. Au pire, elles sont dangereuses. Mais le pays est en pleine dépression et le travail se fait rare. Les files d'attente s'allongent devant la soupe populaire et les propositions d'emploi.
Pourtant, même si la main-d'œuvre n'est pas difficile à trouver, l'ingénieur en chef Joseph Strauss veille avec fierté au bien-être de ses ouvriers. Avec beaucoup de prévoyance, il insiste sur la sécurité. À l'époque, il est généralement accepté qu'il y aura un accident mortel pour chaque million dépensé sur un chantier. Strauss refuse de perdre une vingtaine de vies humaines pour construire son pont. Non seulement il est le premier à imposer le port du casque et les câbles de sûreté pour tous, mais il va jusqu'à tester des filtres et des lunettes de protection contre le soleil, et même un remède à base de choux contre la gueule de bois. Car ses équipes sont aussi infatigables au travail qu'après. La mesure de sécurité la plus vaste et la plus coûteuse est un filet géant, comme ceux utilisés par les cirques pour les numéros de voltige. Il est suspendu sous la travée en cours de construction au-dessus de l'eau. Son prix, autour de 100 000 €, en vaut la peine. Au total, il sauvera 19 vies. Les heureux survivants formeront même un club très privé au nom bien choisi, à mi-chemin de l'enfer. En mai 1934, le drapeau américain est fièrement planté au sommet de la tour Nord, du côté de la péninsule de Marin. Un groupe d'intrépides se dresse sur le pylône le plus haut du monde. Il est constitué de 20 000 tonnes d'acier, assemblées en un labyrinthe d'alvéoles si complexe qu'il arrive aux ouvriers de s'y perdre. Les tronçons tiennent à l'aide de 300 000 rivets, tous frappés à la main. Il faut maintenant installer les câbles les plus longs et les plus larges jamais fabriqués. Trop lourds pour être transportés entiers, ils sont tressés à partir de 130 000 km de fils d'acier acheminés depuis la côte Est sur des bobines géantes. Les 22 000 tonnes d'acier des câbles porteurs sont entrelacés, fil par fil, grâce à un procédé inventé par les constructeurs du Brooklyn Bridge de New York, la société Roebling, dans le New Jersey. La troupe d'élite a trouvé une solution ingénieuse pour accélérer la fabrication des câbles. Ce n'est pas un, mais 2 chariots qui transportent les fils individuels au-dessus de l'eau. Ils partent chacun d'un côté du pont, se rejoignent au milieu et échangent leur charge. L'assemblage des 27 572 fils d'acier réunis en 61 taurons atteint le rythme record de 4 tonnes par jour. Jamais on n'était allé aussi vite. Malgré la bonne volonté de Strauss, les accidents sont inévitables. Le 27 février 1937, une tragédie se produit. 2 ouvriers ramassent des débris dans le fameux filet de sécurité. Soudain, une plateforme située au-dessus de leur tête lâche. La structure de 5 tonnes ainsi que les 12 hommes qui se trouvaient dessus s'écrasent dans le filet. Il tient quelques instants, puis dans un bruit de mitraillette, se déchire comme une planche qui se fend, dira-t-on. 12 hommes tombent dans les eaux glaciales de la baie. Il n'y a que 2 survivants. L'un d'eux, gravement blessé, est repêché, accroché au corps d'un camarade qu'il croyait vivant. En mai 1937, le pont est enfin terminé. C'est le jour tant attendu de l'inauguration. Le 27 mai est déclaré Journée des piétons. Plus de 200 000 personnes traversent le Golden Gate Bridge en marchant, en courant, en faisant du patin à roulettes ou des claquettes. Le lendemain, un cortège de voitures officielles parcourt la travée la plus longue qu'on ait jamais vue. Joseph Strauss ouvre fièrement son pont au monde entier, proclamant « S'il est entretenu par les générations futures, il vivra à tout jamais ». À 67 ans, après 20 années de politique, de travail, de gloire et de tragédie, Strauss se retire discrètement à Los Angeles. Un mois plus tard, il est alité. Avant la fin de l'année, le visionnaire dont la détermination a donné naissance au Golden Gate Bridge disparaît.
Personne ne doute alors de la solidité et de la sécurité du formidable monument qu'il lègue à l'humanité. Mais 3 ans plus tard, un événement va tout changer. En novembre 1940, devant le monde entier, et à la consternation des ingénieurs qui ont conçu le Golden Gate Bridge, le pont suspendu le plus moderne du moment, le 3e plus grand de la planète, se désintègre sous l'action du vent. L'ingénieur de renom qui a validé toutes les études pour le Golden Gate Bridge, Léon Moisseiff, est le créateur du design révolutionnaire des 2 ponts. Après l'effondrement spectaculaire du Tacoma Narrows, il devient le coupable tout désigné. Immédiatement, les autorités responsables du Golden Gate Bridge contactent Charles Ellis, l'ingénieur adjoint à la source du concept d'origine. Ellis vérifie minutieusement tous les calculs effectués avant la construction. Il conclut entre autres que la destruction du Tacoma Narrows est due à son étroitesse. Le Golden Gate Bridge a un solide rapport entre la portée et la largeur de 47 à 1, contre seulement 72 à 1 à Tacoma. Ellis affirme que grâce à sa largeur plus confortable et à sa plus grande capacité de fléchissement, le Golden Gate Bridge ne craint rien. Comme il trône au milieu d'un couloir naturel de vent soufflant de 30 à 100 km/h, tous les responsables espèrent que les calculs d'Ellis sont fiables. Sur des kilomètres et des kilomètres, au nord comme au sud, les vents venant du Pacifique n'ont aucune porte d'entrée vers l'intérieur des terres. Le détroit du Golden Gate leur en fournit une. Les rafales de vent rendent la circulation dangereuse, surtout lorsque le pont est le premier obstacle rencontré par une tempête hivernale après une longue traversée. Ce qui se passe, c'est que les camions, comme ils sont plus hauts, prennent le vent de plein fouet et ils ont du mal à rester dans leur fil. 11 ans après l'écroulement du Tacoma Narrows, c'est l'heure de vérité pour le Golden Gate Bridge. Un vent de 110 km/h s'engouffre dans l'embouchure. Le souvenir de 1940 n'étant pas loin, les responsables du pont décident de le fermer à la circulation pour la première fois de son histoire. La chaussée se soulève, le pont se balance. Ellis et Moisseiff ont conçu le pont afin qu'il résiste à une flexion latérale de 8 mètres sous un vent de 145 km/h. Autrement dit, il peut osciller sur une distance équivalente à 3 breaks mis bout à bout. Aujourd'hui encore, même par temps calme, on sent qu'il tangue et fléchit légèrement sous l'effet du vent et de la circulation. Ce ne sont pas des secousses. C'est très subtil, très doux. Mais on sent bien qu'il bouge. Le vent est incessant et souvent glacial. Il siffle à travers les suspentes, refroidissant le pont quand la ville baigne dans la canicule. Parfois, bizarrement, le climat n'est pas le même aux 2 extrémités du pont. D'un côté, c'est la brume et le sale temps, et de l'autre, il fait beau et on se met en t-shirt. Il y a une grande différence de climat entre le nord et le sud. La rencontre entre l'air chaud et l'air froid est encore plus destructrice que le vent. Elle est aussi à l'origine de l'image indissociable de San Francisco et du Golden Gate Bridge, le brouillard. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Mais je peux vous assurer que certains jours, de là où je suis, le pont semble être un mythe, parce qu'on ne voit qu'une brume glaciale. Cette nappe de brouillard froid, coincée par les masses d'air environnantes, s'accroche obstinément au pont. Pendant environ 3 mois de l'année, le Golden Gate subit un microclimat cauchemardesque, tandis que le reste de la baie se chauffe au soleil. C'est très brumeux, très humide. Souvent, quand on vient travailler, on ne voit même plus l'eau sous nos pieds. Mais le brouillard, ça va, ça vient. Quelquefois, on part déjeuner et tout d'un coup, ça se dégage, ou l'inverse. C'est très imprévisible.
La corrosion du métal par la vapeur salée est en train de tuer lentement le pont. Une équipe de 55 ouvriers d'entretien travaille à plein temps à prévenir la rouille. Ils travaillent dans un recoin à côté du pont, une cachette surnommée le cimetière. Toutes les pièces à réparer passent par le cimetière, une par une. Chaque tronçon corrodé est démonté et décapé à la sableuse. Certains, comme ce montant d'escalier, sont trop rongés par le sel pour être récupérables. Dans ce cas, de nouvelles pièces sont fabriquées sur le modèle des anciennes. Ces nouvelles traverses sont ainsi découpées à l'identique. On applique un apprêt, puis on les peint dans la fameuse couleur orange internationale du Golden Gate Bridge. Elles seront ensuite fixées sur le pont pour faire face au brouillard. On pourrait penser que les parties inférieures sont protégées de la pluie, mais même là, l'humidité de la brume se condense et des gouttes vous tombent sur la tête. Ces tiges d'acier qui ancrent les câbles dans la roche ont rouillé de part en part. Il faut les enlever et les changer. D'ailleurs, petit à petit, chaque morceau corrodé du pont est remplacé. Une bonne partie de ce monument historique est en fait récente. Le talent des ouvriers d'origine se perpétue chez les charpentiers métalliques d'aujourd'hui. Une par une, les pièces des années 30 sont reconstituées avec les matériaux actuels. Les câbles porteurs sont parmi les rares segments restés intacts depuis la construction. Leur secret tient à la façon dont ils ont été rendus étanches dès 1936. Une fois les taurons suspendus d'un massif d'ancrage à l'autre, ils sont comprimés sous une force de 50 000 kg, puis encerclés de fret. Les câbles sont ensuite recouverts de peinture anti-rouille et enrobés dans 5 km d'acier moulé. Ils sont aussi solides aujourd'hui qu'au moment de l'assemblage. Aujourd'hui, une section de câbles attire les touristes à côté de la statue de Joseph Strauss. Les visiteurs glissent la main sur le tronçon, émerveillés de voir que des fils pas plus gros qu'un crayon sont capables de soutenir un pont de 800 000 tonnes dans un vent de plus de 110 km/h. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une force bien plus dévastatrice grandit sous leurs pieds et qu'elle menace l'existence même du pont. Le risque de tremblement de terre à proximité du Golden Gate est aujourd'hui plus réel que jamais. J'aimerais croire que ça n'arrivera pas demain, mais c'est possible. Pour que le pont ait une chance de résister aux secousses, le rythme des réparations s'est accéléré. Une réfection totale est nécessaire pour parer au pire. Il s'agit simplement de réajuster le pont, comme on accorde un piano. On prend les cordes, c'est-à-dire les suspentes, et on les réajuste pour qu'elles puissent amortir ou dissiper les forces sismiques. Elles doivent être capables de faire soit l'un, soit l'autre. De nombreuses autres parties du Golden Gate Bridge doivent pouvoir amortir ou dissiper le choc. Il faut donc les démonter, les modifier ou les remplacer. Le principal obstacle à cette protection parasismique vient paradoxalement des tremblements de terre. Pendant les travaux de mise aux normes, le pont doit rester capable de résister aux secousses telluriques. À cause de la circulation tonitruante et des usagers sur le pont 24 heures sur 24, la règle est de n'enlever que 2 rivets à la fois. On déplace les rivets 2 par 2 parce que le pont doit supporter le poids roulant, c'est-à-dire les voitures et les piétons au-dessus de nous.
On est en Californie, alors un séisme est toujours possible. On ne veut pas prendre de risques. En ne retirant que 2 rivets à la fois, on garantit l'intégrité de la structure. Si un tremblement de terre se produit alors que plus de 2 rivets manquent, toute cette pyramide d'acier pourrait s'écrouler. C'est donc petit à petit que le pont retrouve une nouvelle vie. Aucune rénovation d'un pont suspendu n'est aussi délicate ni aussi complète. Derrière chaque réparation pointe le souvenir bien réel d'une catastrophe qui a frappé la baie et ses ponts il n'y a pas si longtemps. À la fin des années 80, le tremblement de terre de Loma Prieta a bouleversé la vie de tous les habitants de la région. J'ai vécu le Loma Prieta. Oui, c'était en 1989. C'était grisant. Quand on est passionné de géologie, c'est un moment intense. Tous les séismes sont mesurés sur l'échelle de Richter. Les plus petits, les micro-séismes, ne sont détectés que par des sismographes. Mais tous ceux qui dépassent une magnitude de 3,5 sont perceptibles par les humains. Le Loma Prieta atteint 6,9 et il n'échappe à personne. Le tremblement de terre fait 62 victimes. 3000 personnes sont blessées et 14 000 se retrouvent sans abri. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 5 milliards d'euros. Le jour où la terre se met à trembler, les agents de sécurité du Golden Gate Bridge entendent l'onde de choc gronder sous leurs pieds. J'étais ici, le bruit était assourdissant. On aurait cru qu'une locomotive passait. Le Golden Gate Bridge n'a jamais eu à affronter des forces aussi violentes et de loin. Même pour les Californiens aguerris, l'intensité du Loma Prieta est inédite. J'ai vécu ici toute ma vie, mais je n'avais jamais vu le séisme aussi fort. Je ne l'oublierai jamais. L'infrastructure de la baie de San Francisco souffre beaucoup. À Oakland, sur 2 km, la travée supérieure du viaduc de Cypress sur l'autoroute Nimitz s'effondre sur la travée inférieure, tuant 42 automobilistes. Plus au nord, on voit s'écrouler un tronçon de 10 mètres du Bay Bridge, construit à la même époque et souvent par les mêmes équipes que le Golden Gate Bridge. Le soir du tremblement de terre, le Golden Gate Bridge commence à se balancer. L'ingénieur en chef de l'époque, Dan Mohn, guettait ce moment. Il monte en voiture et entend de traverser le pont. Au plus fort du tremblement de terre, j'étais au milieu de la travée centrale. J'étais au volant de ma voiture et ma première impression, quand ça a commencé, c'est que j'avais un pneu crevé. Ce que Dan ressent, c'est la première secousse. 35 000 tonnes de poids mort en mouvement. Le choc est transféré de la structure à la chaussée et aux câbles qui l'amortissent en se mettant à bouger. Les suspentes se sont mises à vibrer assez rapidement. Il n'y avait pas de doute, c'était bien un tremblement de terre. Bien que l'épicentre se trouve dans les montagnes de Santa Cruz, à 80 km de là, la majeure partie des dégâts a lieu dans les zones urbaines autour de la baie. Mais qu'en est-il du Golden Gate Bridge? On voyait nettement les suspentes. Les petits câbles tendus entre les câbles porteurs et la chaussée se balançaient d'avant en arrière. C'était visible d'ici. Le pont réagit comme prévu. Il tangue, amortissant les forces sismiques, avant de les libérer par ses vibrations et ses mouvements. Cette dissipation d'énergie est ce qui sauve le Golden Gate Bridge du désastre. Et c'est l'objectif principal de l'opération de protection parasismique entreprise aujourd'hui. Étouffer ou diffuser le choc. C'est le seul moyen de rester entier. Il n'y a pas eu de dégâts structurels, juste un peu de ménage à faire. C'est pour ça que les ponts suspendus, par nature, résistent mieux aux tremblements de terre que les ouvrages rigides. Voici un ouvrage rigide. Son écroulement a provoqué une tragédie.
Le Bay Bridge bénéficie lui aussi d'un programme de mise aux normes de 2 milliards d'euros. En 1989, malgré la distance avec l'épicentre, il a été détruit par l'onde de choc. Pour le Golden Gate Bridge, les constructeurs savaient que la chaussée devait pouvoir jouer sous l'action de la circulation, des vents et bien sûr des tremblements de terre. C'est le rôle des joints de dilatation installés à chaque extrémité de la travée. Quand la terre tremble et que le pont se balance, ils coulissent pour permettre à la structure de se désolidariser des viaducs d'accès de chaque côté. Cet écartement peut atteindre 43 cm. Ça correspond à des secousses considérables pour un vieux monsieur de 70 ans qui pèse 800 000 tonnes. Malheureusement, des essais récents ont montré que ça ne suffira pas si l'histoire se répète. Au petit matin du 18 avril 1906, un San Francisco en plein essor est dévasté par un tremblement de terre. La faille de San Andreas se déchire sur 477 km lorsque deux zones de Californie glissent l'une contre l'autre. Ce qui s'est passé en 1906, c'est que deux plaques continentales ont eu un mouvement brusque. Elles ont parcouru, d'après les estimations, entre 5 et 8 mètres en 40 secondes. C'est énorme. C'est comme si la Terre s'était mise à surfer. Il n'y a pas eu d'avertissement. Tout est fini en 40 secondes de terreur. Des gens sont tués dans leur sommeil par la chute de débris. Des incendies sont provoqués par la rupture de canalisation de gaz. On estime à 3000 le nombre des victimes. Certaines ne seront jamais retrouvées. Plus de 28 000 bâtiments sont détruits et la moitié de la population se retrouve à la rue. Avec une magnitude spectaculaire de 7,9 sur l'échelle de Richter, le séisme a été ressenti sur presque toute la surface du globe et San Francisco a failli disparaître de la carte. Si le Golden Gate Bridge avait existé à l'époque, il aurait sans doute sombré dans la baie. Aujourd'hui, des études approfondies révèlent que le pont se trouve entre les deux failles sismiques les plus actives de Californie, la faille de San Andreas et la faille de Hayward. Chacune marque la frontière entre deux morceaux de croûte terrestre. Les plaques continentales qui sillonnent la planète dérivent en permanence, mais pas toutes dans la même direction. Après une période d'environ 250 ans, les zones de frottement des plaques continentales finissent par céder. Mais les plaques ne se contentent pas de se fracasser. Elles libèrent toutes les tensions accumulées depuis leur formation. En 1906, ça représente une quantité d'énergie considérable. Ce tremblement de terre est l'un des plus violents de l'histoire. Avec celui de 1989, il a énormément fait progresser les recherches sismologiques. Malheureusement pour le Golden Gate Bridge, ces recherches ont amené la communauté scientifique à une conclusion effrayante. Un autre séisme plus intense que le Loma Prieta et au moins équivalent à celui de 1906 est à prévoir. C'est une certitude. On ne sait pas quand il aura lieu ni combien de temps il durera, mais il est incontestable qu'un tremblement de terre va se produire sur la faille de San Andreas et qu'il sera d'une ampleur bien plus grande que celle du Loma Prieta. Compte tenu des connaissances actuelles en matière de protection parasismique, les experts estiment que le Golden Gate Bridge a besoin de toute urgence d'un rajeunissement pour espérer tenir debout. Celui-ci repose sur deux procédés essentiels. Des appuis élastiques qui isolent différentes parties du pont et des amortisseurs qui, en absorbant la force du séisme, devraient épargner la structure. Cette modernisation est compliquée et coûteuse, mais il n'y a rien de tel que de sentir la terre frémir pour vous convaincre de sa nécessité. C'est une chose d'y penser en théorie. C'en est une autre d'être réveillé au milieu de la nuit par les tremblements du lit et les claquements des volets et de se demander si le toit ne va pas s'effondrer sur votre tête. Mon engagement dans la mise aux normes antisismiques est devenu beaucoup plus personnel après cette expérience.
Mais comment ce réajustement sans précédent dans les annales des ponts suspendus peut-il garantir la survie du Golden Gate Bridge lors du prochain Big One, le séisme du siècle? Le tremblement de terre de 1906 a été le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a coûté à la Californie l'équivalent de 6 milliards d'euros actuels. Celui auquel les sismologues s'attendent dans les années à venir serait au moins aussi violent. Pour notre pont septuagénaire, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça peut arriver demain ou dans 10 ans. Mais une chose est sûre, ça va arriver. Et ce jour-là, le Golden Gate Bridge devra être prêt. Mais où s'arrêtent les calculs? Pour quelle magnitude doit-il se préparer? L'État a engagé des experts pour déterminer l'amplitude plausible maximum d'un tremblement de terre. Et la réponse est 8,3. Un tremblement de terre d'une amplitude de 8,3 sur l'échelle de Richter est cataclysmique. À 6,9, le Loma Prieta a déjà tué plus de 60 personnes et a coûté au total 8 milliards d'euros. L'énergie dégagée par un séisme de 8,3 équivaut à la détonation de 3 milliards de tonnes de dynamite, de quoi mettre en danger n'importe quelle structure. S'il dépasse 8,3, c'est inutile de s'en faire pour le Golden Gate Bridge, parce que je ne suis pas sûre que toute la Californie de l'Ouest sera encore là. La réflexion part de l'hypothèse que le foyer du tremblement de terre, l'épicentre, est situé dans le voisinage immédiat du pont, à seulement 11 km à l'ouest de la faille de San Andreas. Les ingénieurs doivent le préparer à ce qu'on appelle le maximum prévisible. Il adapte à un séisme de magnitude de 8,3, c'est-à-dire le maximum prévisible au niveau de cette faille. Ce maximum correspond à un seuil pour le moins curieux, celui au-delà duquel une mise aux normes sismiques reviendrait à jeter l'argent par les fenêtres. Dans le cas du Golden Gate Bridge, ce seuil est très élevé. Cette opération de protection parasismique est la plus délicate et la plus chère jamais entreprise sur un pont. D'ailleurs, s'il s'agissait de tout autre ouvrage, il serait plus efficace de le démolir pour le reconstruire entièrement. Mais le Golden Gate Bridge n'est pas un pont comme les autres. Quand on pense aux grands monuments des États-Unis, on pense à la Statue de la Liberté et au Golden Gate Bridge. Il est indéniablement reconnaissable entre tous. Avez-vous jamais vu quelque chose d'aussi beau? Et c'est un pont. Sa forme et sa couleur caractéristiques font l'admiration des foules. Même les ingénieurs sont fascinés par ses records et ses innovations. Il est extraordinaire. Je crois que tous les ingénieurs qui ont travaillé dessus y sont très attachés. Il a été officiellement reconnu comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. C'est une artère qui emmène presque 40 millions de véhicules par an au nord et au sud de la baie. Un péage à 4 € pour les voitures se dirigeant vers le sud rapporte plus de 65 millions par an. Ça peut paraître beaucoup, mais cet argent ne suffit même pas à l'entretien quotidien du pont. C'est donc ailleurs qu'il faudra trouver le budget colossal pour la mise aux normes sismiques. De l'autre côté du Bay Bridge, à Berkeley, l'entreprise des transports californien Caltrans fait aussi des tremblements de terre sa priorité. Ils ont commencé à s'y intéresser après que le Loma Prieta a détruit une bonne partie de leur infrastructure, y compris le Bay Bridge lui-même. Caltrans fait des expériences visant à amortir et isoler l'énergie sismique. Pour cela, les chercheurs provoquent eux-mêmes des tremblements de terre. Voici la plus grande table sismique des États-Unis. Elle peut simuler tous les tremblements de terre mesurés jusqu'à ce jour. Ces nouveaux appuis sont destinés au Golden Gate Bridge.
Ils font partie des dispositifs qui devraient lui permettre de voir venir le siècle prochain. Formés de caoutchouc avec un cœur en plomb, ils seront disposés de façon à désolidariser les mouvements des différentes parties du pont. C'est tout le secret de la rénovation. Préparer le pont, morceau par morceau, à endosser les forces sismiques quand la Terre se met à trembler. Les travaux, qui prendront plus de 20 ans, serviront de modèle aux réfections des autres ponts suspendus. Les appuis élastiques ont déjà été installés sur le tout nouveau viaduc d'accès côté nord. Des raidisseurs ont été ajoutés à la tour nord. Tous ces joints ont été renforcés et la base a été consolidée avec des barres d'acier précontraints. La première phase est terminée. Les ouvriers peuvent maintenant se tourner vers la partie sud. Ils y installeront d'autres appuis, remplaceront les piliers et toute l'armature métallique. L'arche au-dessus du Fort Point, un ancien fort datant de la guerre de sécession, représente un vrai défi. Derrière moi se trouve l'arche de Fort Point. La modélisation informatique a montré que cette arche risque de se balancer et de se soulever au point de sortir de sa position, et même de s'effondrer. Les études ont révélé que l'arche entière, tirée vers le haut par le câble porteur, décolle de ses fondations en cas de tremblement de terre. Le mouvement en lui-même n'est pas problématique. Au contraire, il amortirait une partie du choc. Mais l'arche doit retomber exactement au même endroit quand les vibrations s'arrêtent. Nous allons donc limiter le déplacement de l'arche en renforçant l'acier dont elle est composée et en ajoutant des dissipateurs d'énergie entre les deux petits pylônes en béton qui l'entourent. De cette manière, l'arche sera ramenée sur sa base si elle se balance pendant un séisme. Par ailleurs, dans les hauteurs où les 800 000 tonnes du pont sont suspendues aux deux selles d'appui de presque 3 000 tonnes, l'acier moulé sera renforcé pour réduire le mouvement. Des amortisseurs seront insérés entre les tours et la chaussée, et certaines parties du ceinturage de béton sous l'eau seront changées. Il ne faut pas perdre de temps, car le prochain tremblement de terre peut frapper à tout moment. Cependant, il reste un obstacle majeur à franchir, et il est de taille. Ce serait beaucoup plus simple de tout recommencer, de changer la configuration du pont et de déplacer tous ces éléments, mais cette splendeur qu'est le Golden Gate Bridge n'existerait plus. Quand la mise aux normes sera entièrement finie, personne ne devra voir que le moindre boulon a été déplacé. C'est drôle à dire, alors qu'on y consacre des millions d'euros, mais on doit faire en sorte qu'il ait l'air intact. Chaque rivet a été vérifié. Plus de la moitié de l'acier a été remplacé. Le revêtement des piliers en béton a été refait. La chaussée et les suspentes sont toutes neuves. Petit à petit, le pont est entièrement rénové. Un jour, il ne restera plus rien de l'acier et du béton d'origine de ce monument stupéfiant érigé à la gloire du progrès, sur lesquels des hommes sont morts et des réputations ont été construites. Mais malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, il reste le Golden Gate Bridge, l'un des ponts les plus célèbres et les plus admirés du monde. J'ai entendu des gens dire qu'ils avaient économisé toute leur vie pour venir le voir. Dans les années 30, c'est une merveille d'innovation technique. Le jour de la catastrophe approche. Nous devons moderniser le pont au plus vite si nous voulons le sauver. Aujourd'hui, le plus beau de tous les ponts a droit à une nouvelle vie. Le Golden Gate Bridge a survécu au passé. Et si sa réfection est terminée à temps, il lui reste de belles années devant lui. Mais c'est la nature qui décide. Dans
Dans un instant,